La Jirama devient une société anonyme à participation de l'État. Cette transformation vise officiellement à redresser l'entreprise, mais suscite des doutes quant à son efficacité réelle et la volonté politique derrière. Beaucoup d'experts y voient une manœuvre pour répondre aux exigences de la Banque mondiale sans changement fondamental de gestion. La CENI ne réagit que lorsqu'elle est directement visée, comme dans le conflit actuel avec le président du Sénat, a relevé aujourd'hui le président du parti HVM. Malgré de nombreuses irrégularités signalées durant les élections, la CENI était restée passive et silencieuse, mais se montre aujourd'hui active uniquement pour défendre ses propres membres. De l'actualité internationale, la défense civile de Gaza a rapporté jeudi 5 juin la mort d'au moins 10 personnes dans des frappes israéliennes visant plusieurs zones de l'enclave palestinienne. À l'approche de l'Eid el-Adha, fête majeure du calendrier musulman, les habitants de Gaza, éprouvés par la guerre, n'ont ni le cœur ni les moyens de célébrer. La Jirama, l'entreprise nationale d'eau et d'électricité, va être transformée en société anonyme à participation de l'État. C'est un retour en arrière, mais sous une forme différente, a estimé Tinera Barson, défenseur des droits des consommateurs et observateur attentif de la situation de la Jirama. Bien que la structure de l'entreprise ait été modifiée, ses bénéfices et son impact restent incertains. Anciennement entreprise publique, elle est désormais une société anonyme, dont 100% des parts appartiennent à l'État. L'objectif de cette restructuration est de redresser cette ancienne entreprise publique en déclin, selon une publication officielle du 15 avril 2025. Cependant, les observateurs se demandent qui est responsable de son déclin. Est-ce dû à un manque de politique mature et d'une réelle volonté de redresser cette entreprise? Il est également mentionné que cette transformation vise à satisfaire les conditions imposées par la Banque mondiale. L'entreprise restera sous la gestion de l'État, ce qui ne diffère pas beaucoup de la situation précédente. La gestion stratégique et administrative sera assurée par les ministères de l'économie, de l'énergie et des hydrocarbures, ainsi que celui de l'eau. Ce sont les résultats qui comptent, mais la question est de savoir si cette décision conduira réellement à des améliorations. Ce que l'on espère, c'est que ce changement apportera enfin des résultats concrets. La question est de savoir si la production reviendra véritablement à la Jirama. Pour l'instant, 100% des parts sont encore détenues par l'État. Mais en tant que société anonyme, il est évident que d'autres actionnaires pourront entrer dans le capital. Et cela soulève des incertitudes. Ce qui importe avant tout pour les consommateurs, ce sont les résultats. D'autres entreprises pourraient potentiellement prendre des parts si le problème n'est pas résolu, à moins que ce ne soit l'objectif visé par ceux qui ont été investis de ce pouvoir. D'un autre côté, lorsque les politiques précédentes ont échoué, il est nécessaire de chercher des solutions sous une autre forme, a souligné un ancien PCA de la Jirama. Il n'y a aucune honte à rassembler des experts malgaches pour rechercher de nouvelles solutions. Si la Jirama a encore besoin de subventions, c'est bien la preuve que les solutions industrielles actuelles ne sont pas efficaces. À notre époque, c'était la Jirama qui versait de l'argent à l'État, parce que notre stratégie industrielle fonctionnait. Il faut donc trouver une nouvelle solution industrielle, réellement efficace et sans recours aux subventions. On le sait tous, ce qui est en place aujourd'hui ne marche pas. Une autre question qui se pose face à cette décision est celle de la relation avec les entreprises partenaires de la Jirama. Qu'en sera-t-il des loueurs de groupes électrogènes, des fournisseurs de carburant, des entreprises privées vendant de l'électricité et de bien d'autres? Tout cela alors que les consommateurs d'électricité et d'eau se plaignent partout sur l'île. Étant donné que c'est le deuxième mandat d'Anjazwil et de Christian Tsey, est-ce là la solution qu'ils ont trouvée pour résoudre le problème actuel? La question demeure, le régime actuel est-il réellement prêt à redresser l'entreprise Jirama avec cette décision? La CENI n'agit que lorsqu'elle est directement touchée par les problèmes. C'est ce que déclarait le président national du parti HVM en réaction du conflit entre le président du Sénat et la CENI. Rappelons que de nombreuses plaintes et irrégularités avaient été soulevées par les acteurs électoraux, appelant la CENI à réagir. Cependant, cette dernière était restée silencieuse, passive et distante, sans manifester de volonté d'amélioration.
La CENI a affirmé ne pas avoir constaté de violation de la loi concernant les nombreuses ordonnances, les bulletins précochés, l'utilisation des forces de l'ordre durant les élections ou encore le non-respect des lois par les dirigeants. Elle a maintenu que les élections s'étaient déroulées sans problème. Pourtant, des révélations ont été faites par des civils et des militaires sans qu'aucune mesure ne soit prise. Aujourd'hui, la CENI semble ne sortir de son silence que lorsqu'un membre de son bureau permanent est directement menacé. Son président a même déclaré hier que le président du Sénat avait violé la loi en portant plainte contre le vice-président de la CENI. Ce n'est que lorsque la CENI est frappée et attaquée qu'elle ose se lever. La tenue des élections dans le pays a été entachée de nombreuses irrégularités, et la CENI a été au cœur de ces critiques. Beaucoup ont dénoncé ces anomalies, mais l'institution est restée passive, niant systématiquement les faits. Même lorsque des hauts responsables bafouent les règles, la CENI garde le silence, sans aucune prise de position officielle. Aujourd'hui, parce que l'un de ses membres est directement visé, elle se réveille enfin. Et pour cette fois, je pense qu'elle a raison. Mais c'est seulement maintenant qu'elle fait valoir la loi uniquement parce que cela la concerne. Alors, la CENI est enfin capable de défendre les principes de justice. Espérons qu'elle poursuivra dans cette voie. Cet ancien chef d'institution a également souligné que la présentation des projets de loi ne devrait pas se faire dans l'opacité. Il est nécessaire de consulter tous les acteurs électoraux concernés, tels que les partis politiques et la société civile, avant l'élaboration d'un projet de loi électoral. Ensuite, les deux chambres pourront procéder à l'examen et à la décision. Y a-t-il un calcul politique sous-jacent, peut-être lié à une modification de la Constitution dans ce projet de loi soumis par le président du Sénat, qui justifierait cette dissimulation? S'est-il interrogé? Pour moi, la modification du code électoral ne devrait en aucun cas être tenue secrète ou confidentielle. Elle doit être ouverte à la discussion avec tous les acteurs concernés, partis politiques, société civile, citoyens. Ce n'est qu'après cette concertation que ceux qui détiennent le pouvoir législatif pourront prendre une décision éclairée. Ce que je ne comprends pas, c'est la justification avancée pour ne pas encore avoir présenté publiquement le contenu de cette modification. Pourquoi attendre? Faut-il vraiment que le texte soit déjà adopté avant qu'on le découvre? C'est précisément ce type de démarche qui alimente les soupçons et perturbe la vie du pays. Nous parlons ici de deux chefs d'institutions majeures, ils devraient régler leurs affaires. Une assemblée digne de ce nom doit privilégier la concertation, pas les manœuvres dans l'ombre. Il est à noter que le président du Sénat a réagi hier à la déclaration du président de la CENI en précisant que ce n'est pas lui qui a porté plainte contre le vice-président de la CENI, Andoni Diamalazarey, mais le directeur de la législation et des études. De nombreuses rumeurs circulent aujourd'hui sur les dessous de cette affaire qui mettent en opposition des institutions et structures de l'État. Au passage de nos journalistes ce jour, sur le site du projet Lac Village Yvette, aucune des maisons annoncées dans le cadre du 11e Ville Round d'Andredville, un logement pour tous, n'était occupée 2 ans après leur inauguration officielle. 135 maisons ont été construites et présentées en grande pompe en 2023. Pourtant, malgré les 15 000 demandes enregistrées, aucune suite concrète n'a été donnée au projet. Depuis, le site reste vide et aucune information officielle n'a été communiquée sur la mise en service réelle de ces logements. Les dirigeants actuels adorent les grandes maquettes et les visuels spectaculaires. Mais derrière ces belles images, rien ne fonctionne. Ces maisons sont là depuis des années, mais toujours pas habitées. Qui compte-t-on y installer? Des fantômes? Il faut plus de rigueur, prévoir l'usage, la date d'opérationnalisation, et assurer un vrai suivi. Ce n'est pas un cas isolé, les hôpitaux dits aux normes comme à Manakar, la gare routière de Bypass, tous restent inutilisés. Les dirigeants doivent mettre leur ego de côté et assumer leurs responsabilités, car il s'agit de l'utilisation de l'argent public. De nombreux observateurs dénoncent cette tendance. Des infrastructures financées, inaugurées mais non opérationnelles, des projets présentés comme vitrines de développement qui deviennent, faute de suivi, de simples décors urbains, sans utilité concrète. À cela s'ajoute un manque flagrant de transparence. Aucun rapport public n'est disponible pour expliquer les retards ou l'inoccupation persistante.
Des questions restent en suspens. Qui bénéficiera réellement de ces maisons? Pourquoi l'emménagement des habitants tarde-t-il autant? Quand une date d'emménagement sera-t-elle enfin annoncée? L'accès à l'eau potable, pourtant promis, sera-t-il effectivement assuré? Les infrastructures respectent-elles les normes? Quelles garanties offrent les entreprises chargées des travaux alors que des signes de dégradation sont déjà visibles? Tous les droits de douane imposés par le président Trump sont nuls et non avenus, a déclaré la Cour internationale du commerce des États-Unis. La raison? Le président américain n'a pas l'autorité légale pour les imposer. On sait que Donald Trump a fait appel de cette décision devant la Cour suprême fédérale des États-Unis et a demandé un sursis à son exécution pendant la durée de la procédure d'appel. Ces droits de douane ne sont donc pas encore appliqués à ce jour. Cependant, l'inquiétude reste vive face à cette situation. Interrogé par les journalistes sur la stratégie du gouvernement pour y faire face, le ministre du Commerce et de l'Industrie a répondu comme ceci. Le gouvernement malgache est en pleine discussion avec les responsables du gouvernement américain. Ce que les deux parties doivent garder à l'esprit, c'est qu'il est essentiel de trouver un consensus qui serve les intérêts des deux pays. Le dossier n'est pas encore clos, les échanges se poursuivent activement, et les négociations avancent. Ainsi, la solution sur laquelle le gouvernement concentre ses efforts reste la négociation avec les autorités américaines. Le rapport du Conseil des ministres d'hier en a apporté la confirmation. Madagascar ne devrait toutefois pas se limiter aux seules négociations avec le gouvernement américain, selon les économistes et les acteurs du secteur privé. La raison, ces discussions bien qu'annoncées comme en cours n'ont jusqu'à présent abouti à aucun résultat concret. Il est également difficile d'espérer qu'elles aboutissent, car la diplomatie malgache reste fragile face à celle des États-Unis, en raison du statut du pays à faible pouvoir de négociation. C'est un peu comme un petit qui se bat contre un grand. Les Américains sont puissants, nous sommes un petit pays. Notre marge de manœuvre dans cette négociation est très limitée, surtout en ce qui concerne la vanille. On sait que 99,9% de la vanille utilisée dans le monde est artificielle. Les importateurs peuvent très bien décider, du jour au lendemain, de ne plus vouloir de vanille naturelle. Et cela peut vraiment arriver. Que pourrions-nous faire face à cela? Avec à peine 0,2% de part dans ce marché, notre poids est minime. Notre pouvoir de négociation reste donc très faible. Selon ces explications, que l'augmentation des droits de douane soit finalement appliquée ou non, c'est le moment opportun pour Madagascar de diversifier ses débouchés et de chercher des marchés plus stables. La stratégie du gouvernement devrait s'orienter dans ce sens. Pour rappel, Donald Trump envisage d'augmenter de 47% les droits de douane pour les produits en provenance de Madagascar. Alors que certains pays ont rapidement réagi face à la menace d'augmentation des droits de douane américains, comme la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, qui a menacé d'augmenter le prix de son cacao, le gouvernement malgache, de son côté, se contente pour l'instant de négocier avec les États-Unis. À ce jour, aucun résultat tangible n'a été obtenu. Alors que les coupures d'électricité à Antananarivo et dans ses environs sont censées durer 2 heures, sans faux cas de panne matérielle, la réalité vécue par les habitants est bien plus sombre. Des enquêtes menées dans de nombreux quartiers de la capitale montrent que la durée des coupures dépasse largement les 5 heures. À Itosi, dans le district d'Antananarivo-Tsimjano, par exemple, l'électricité peut être coupée jusqu'à 3 fois par jour, laissant aux habitants moins de temps d'éclairage que de coupure. Chez nous, l'électricité ne revient qu'à partir de 9 h du matin, ce qui signifie qu'il y a une première coupure de 6 h à 9 h. Ensuite, une autre interruption survient de 15 h à 18 h. En tout, cela fait 5 heures de coupure dans la journée. Cela fait régresser la vie en général. Il faut que ce problème soit résolu. Parfois, nous n'arrivons pas à honorer les grosses commandes à temps, ce qui nous fait perdre des clients. Ils préfèrent aller chez nos concurrents qui, eux, disposent d'un groupe électrogène.
Au-delà des petites entreprises qui dépendent directement de l'électricité fournie par la Jirama, chaque foyer est aujourd'hui affecté, l'insécurité augmente, le problème des coupures aurait dû être résolu au moins partiellement depuis longtemps si le régime actuel en avait fait une réelle priorité, selon les explications. Le rôle de l'État est de chercher des solutions. S'il est en place, c'est justement pour résoudre ce genre de problème. Car si cette situation persiste, la colère populaire risque d'exploser, et les gens finiront par descendre massivement dans les rues pour manifester. Il est important de rappeler que selon les responsables de la Jirama, lors d'une intervention télévisée mardi, les délestages sont inévitables cette année. Si la continuité de l'État avait été assurée et si les projets hydroélectriques de Vulbe et Siaoufk, lancés sous le régime de Eratsunar Mapian, avaient été immédiatement concrétisés, le problème d'approvisionnement en électricité aurait pu être partiellement ou totalement résolu. Ces projets n'attendaient en effet que la signature et la volonté politique du régime Raduel pour avancer, mais en raison d'intérêts personnels, de la recherche de profit et de l'absence d'une politique énergétique claire, ces projets ne démarreront que cette année. Il faudra attendre encore entre 3 et 5 ans pour espérer des résultats concrets et durables.